Bienvenue sur le fil rouge des émotions. Je m'appelle Lison Novaretti, je suis professeure de français, latin et grec ancien. Je suis Patrice Novaretti, médecin généraliste et du sport, et son mari. Ensemble, nous sommes parents de 2 enfants. Dans ce podcast, nous unissons nos connaissances et nos expériences pour vous aider à mieux accueillir et vivre vos émotions. À travers des références littéraires, des éclairages scientifiques et des entretiens inspirants, nous partagerons des outils concrets pour enrichir votre quotidien. En chemin, nous espérons semer des graines de confiance en soi et d'ouverture d'esprit pour vous permettre de mieux appréhender le monde et le voir sous un nouveau jour. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de partager avec vous l'entretien passionnant que nous avons eu le privilège d'avoir avec la neuroscientifique Catherine Belzung, ravie de vulgariser ses travaux de recherche. Ensemble, nous avons croisé nos regards pour explorer les émotions à la lumière des neurosciences et à travers le prisme de l'art et de la culture. Nous avons exploré le lien fascinant entre le cerveau, le corps et les émotions, et notamment le rôle clé des émotions dans la prise de décision. Car contrairement à l'idée reçue qui oppose émotion et raison, Catherine nous a expliqué que les émotions sont en réalité des alliés précieuses pour prendre de bonnes décisions. Nous avons également discuté de la régulation des émotions, de leur dimension culturelle, historique et genrée, ainsi que de l'influence des mots sur notre expérience émotionnelle. Enfin, nous avons abordé le rôle de l'art dans la transmission des émotions à travers les âges et les cultures. De la colère d'Achille dans l'Antiquité aux périphrases japonaises pour nommer cette émotion, des peintures rupestres aux étapes de maturation du cerveau, nous vous invitons à un voyage pluridisciplinaire. Belle écoute! Bonjour Catherine Belzung, nous sommes ravis et honorés de vous accueillir sur le fil rouge des émotions. Bonjour à vos auditeurs. Merci, vous êtes donc neuroscientifique, spécialisée dans l'étude des émotions et des troubles liés au stress. Votre approche est pluridisciplinaire. Vous intégrez dans vos recherches la biologie, la psychiatrie, la philosophie, la physiologie et les arts. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages, dont Neurobiologie des émotions, et de centaines d'articles scientifiques. Avant d'aborder des questions plus générales sur les émotions, nous aimerions commencer par 3 questions pour mieux vous connaître. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que signifie être neuroscientifique et en quoi cela éclaire notre compréhension des émotions ? Les neuroscientifiques sont un petit peu les spécialistes du cerveau, donc nous essayons de comprendre comment le cerveau est engagé dans les différentes activités que nous menons dans notre vie quotidienne. Il y a des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le cerveau quand on est en train d'apprendre quelque chose, et moi je m'intéresse plus à ce qui se passe dans le cerveau quand on est ému, quand on est touché par quelque chose dans notre environnement. Il y a aussi des neuroscientifiques qui s'intéressent à des choses un petit peu plus précises, un peu plus microscopiques, c'est-à-dire qui vont découper le cerveau en morceaux pour étudier ce qui se passe dans les neurones ou dans d'autres cellules qu'on trouve dans le cerveau. Voilà, on peut l'étudier en fait à différents niveaux. Wow, vous ouvrez des portes fascinantes. Alors, si je résume, les neuroscientifiques, c'est un peu les exploratrices, explorateurs du cerveau. Il y en a qui étudient comment on apprend, d'autres comme vous qui s'intéressent à ce qui se passe dans notre cerveau quand on est ému. Et enfin, il y a toutes celles et ceux qui vont observer le cerveau au microscope, cellule par cellule. Je suis certaine que cela donne vraiment envie à nos auditrices, à nos auditeurs d'en apprendre plus à vos côtés, y compris, et je m'inclus dedans, toutes celles et ceux qui n'ont pas fait d'études scientifiques. Et justement, Catherine, comme vous avez l'art de rendre ce domaine si accessible et que les émotions nous concernent toutes et tous, peu importe l'âge, nos enfants qui ont assisté à la préparation de cet entretien ont souhaité vous poser 2 questions. Je leur laisse la parole. Bonjour Catherine, je m'appelle Eva et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir, quand vous étiez plus petite, vous voulez avoir quel métier quand vous serez plus grande ? Bonjour Eva, merci beaucoup de cette question.
Alors, quand j'étais petite, déjà, en fait, je voulais faire quelque chose qui relevait de la recherche. Alors, ce n'était pas la recherche scientifique comme ce que je fais maintenant, parce que quand j'étais petite, je voulais être commissaire de police, parce que j'avais vu beaucoup de films policiers. Mais quand j'y réfléchis, c'est un métier qui ressemble à celui que je fais maintenant parce que un policier, il mène un peu une enquête, il essaie de trouver les causes, de trouver quel est le criminel. Eh ben, quand on fait de la recherche sur le cerveau, ça ressemble un petit peu à ça aussi. C'est comme mener une enquête pour essayer de dénouer les fils d'une histoire. Merci. Bonjour Catherine, je m'appelle Mathéo, j'ai 10 ans. J'aimerais savoir quelle est votre émotion préférée et pourquoi. Bonjour Mathéo. Moi, mon émotion préférée, je pourrais dire que c'est la colère. Non pas que je me mets souvent en colère, mais je trouve que c'est une émotion qui est intéressante. Elle est liée à nos relations sociales avec les autres et on peut la manipuler, c'est-à-dire on peut décider de ne pas être en colère, par exemple. C'est une émotion sur laquelle on a facilement une prise. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à cette émotion. Merci. Oui, moi aussi. J'ai d'ailleurs consacré un article à la colère dans le cadre de mon challenge 44 émotions en 44 semaines, où j'ai tenté de déconstruire quelques idées reçues, et notamment celle selon laquelle la colère serait plus acceptable chez les personnes assignées hommes à la naissance. J'explique que depuis l'Antiquité, on observe une nette valorisation de la colère masculine. Dans l'Iliade d'Homère, par exemple, la colère d'Achille, qui est évoquée dès le tout premier vers de l'épopée, le premier mot c'est ménine, qui signifie colère en grec ancien. Donc cette colère d'Achille, elle est présentée comme quelque chose de noble, de viril, d'héroïque. D'ailleurs, l'étymologie de viril est révélatrice. Le mot vient du latin vir, qui signifie homme, et ça a donné en latin virtus, c'est-à-dire la vertu, le courage, l'excellence morale, comme si la force et la valeur étaient des qualités exclusivement masculines. Et j'y reviendrai dans un autre épisode de podcast. Et à l'inverse, la colère des figures féminines est souvent perçue comme excessive, irrationnelle, voire monstrueuse. Je pense par exemple au personnage de Médée, dont la colère meurtrière est associée à une perte totale de contrôle. L'historien Georges Vigarello, dans son Histoire des émotions, que je vous conseille, c'est en plusieurs tomes, parle à ce propos d'une fureur confinant à la folie. Et cette perception genrée de la colère reste encore profondément ancrée aujourd'hui. La colère exprimée par un homme est souvent interprétée comme un signe d'affirmation de soi ou de force de caractère, tandis que celle d'une femme est souvent réduite à une forme d'hystérie, une émotion excessive. J'en profite pour rappeler au passage que le mot hystérie vient du grec ancien hystéra, qui signifie utérus, un terme qui a été utilisé pour médicaliser et discréditer les émotions féminines de manière sexiste. Une autre idée reçue sur la colère est celle selon laquelle on ne devrait pas se mettre en colère. Alors, en tant qu'enseignante, j'aime bien rappeler à mes élèves que la colère n'est pas à bannir. Elle est au contraire le signe qu'un besoin n'a pas été respecté, une alerte. Et à ce titre, elle peut être saine, légitime, constructive, à condition de ne pas basculer dans la violence. Je prends souvent l'exemple de Rosa Parks, que mes élèves connaissent bien. Lorsqu'elle a refusé de céder sa place à un homme blanc dans un bus, sa colère face à l'injustice raciale l'a poussée à dire non. Et son refus a contribué à la mobilisation de milliers de personnes pour faire changer une loi américaine profondément injuste. À présent, Catherine Belzung, je vous propose d'explorer ensemble les mécanismes et les fonctions des émotions à travers le prisme des neurosciences. Alors, dans un premier temps, on voulait partir sur les définitions et le fonctionnement des émotions. Donc, comment vous définiriez une émotion, sachant qu'il y a des centaines de définitions potentielles? Oui, il y a effectivement des centaines de définitions des émotions parce que la manière dont on les définit, ça dépend beaucoup du cadre théorique dans lequel on se situe. Alors moi, je pense que dans une définition des émotions, il faut mobiliser différentes notions. La première chose, on peut dire que c'est un état qui est déclenché par soit des changements dans l'environnement, c'est-à-dire si tout à coup maintenant un tigre féroce rentre dans mon bureau, je vais ressentir une émotion, mais ça peut aussi être déclenché
par des changements qui surviennent dans notre corps, c'est-à-dire si tout à coup j'ai une douleur dans la poitrine très forte, je vais peut-être penser que je suis en train de faire un infarctus et du coup je vais avoir peur. Ça peut aussi être déclenché par des choses qui sont dans ma mémoire. Par exemple, je peux me souvenir, imaginons qu'il m'est arrivé quelque chose de très traumatisant. En pensant à cet événement traumatique, je peux être très émue, même si ce stress traumatique n'est pas quelque chose qui est présent dans ma vie aujourd'hui. D'accord. Donc déjà, ça, on peut dire que une émotion, c'est une réaction à l'une de ces informations, celle du monde extérieur, celle de notre corps ou celles qui sont dans notre mémoire. Et ensuite, ça se traduit par une réponse du sujet. Et cette réponse, elle engage un petit peu tout le sujet. En particulier, elle engage le corps du sujet. Car quand on est ému, on le sait très bien, on peut être pris de frissons, on sent notre cœur qui s'accélère, on peut sentir de la sueur ou des choses comme ça. Et cet aspect-là, corporel, est très important. Quand on n'a pas de changement corporel, on ne peut pas dire que c'est une émotion. Si, par exemple, j'ai, je ne sais pas, un premier rendez-vous amoureux et que je suis en train d'attendre cette personne et que je ne ressens rien, c'est-à-dire que mon cœur ne palpite pas un tout petit peu, eh ben, je vais en déduire que je n'ai pas d'émotion envers cette personne. Donc, on utilise beaucoup ces changements corporels pour savoir qu'on est ému, en fait. Il y a ces deux aspects, c'est-à-dire il y a à la fois les canaux par lesquels nous arrivent ces informations et il y a aussi la réponse qu'on produit. Et on retrouve d'ailleurs cette idée de changement corporel dans l'étymologie du mot émotion, puisque ce mot provient du préfixe latin ex, qui signifie hors de, et du verbe latin movere, qui signifie mettre en mouvement. Donc on voit vraiment que cette origine souligne bien l'idée que l'émotion engendre un mouvement, à la fois physique et psychologique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un centre dans le cerveau des émotions, un centre spécifique, ou est-ce que c'est quelque chose qui touche plusieurs zones qui interagissent? Alors la réponse, elle va être compliquée parce que c'est à la fois oui, à la fois non. Dans le cerveau, il y a premièrement un certain nombre de zones qui sont engagées dans toutes les émotions. D'abord, il y a évidemment les aires sensorielles qui sont mobilisées, puisque si l'émotion, elle vient d'une information du monde extérieur, on va avoir une activation des zones du cerveau spécialisées dans le traitement de ces informations sensorielles. Si l'émotion, elle vient d'un souvenir, on va avoir l'activation de la zone cérébrale dans laquelle se trouve ce souvenir. Ensuite, il y a d'autres processus cérébraux qui sont également communs à toutes les émotions. Par exemple, il y a une zone du cerveau qui, en quelque sorte, analyse si ce qui nous arrive est positif ou négatif, c'est-à-dire qui donne comme un label de valence émotionnelle. Cette zone-ci aussi, elle est engagée dans toutes les émotions. Il y a une autre zone cérébrale qui nous permet de détecter nos états corporels, de savoir si notre cœur bat rapidement, de savoir si on ressent une sudation. Ça aussi, ça va être engagé dans toutes les émotions. D'accord. Et enfin, il y a des zones du cerveau qui nous permettent de réguler nos émotions, c'est-à-dire d'éviter de les exprimer si ce n'est pas souhaitable. Ça aussi, ce sont des zones qui vont être engagées dans toutes les émotions. D'accord. Donc il y a plusieurs zones du cerveau qui sont mobilisées, peu importe l'émotion ressentie. Donc si je reprends, on trouve les zones sensorielles, celles qui sont liées à nos souvenirs, celles qui évaluent si ce qu'on vit est positif ou négatif, celles qui nous permettent de percevoir les réactions de notre corps, et enfin celles qui nous permettent d'inhiber nos émotions. Et du coup, ces zones, elles vont être engagées dans les émotions en général, quelle que soit l'émotion spécifique. C'est bien ça ? Oui. Et ensuite, à côté de ça, il y a également des zones qui sont spécialisées dans certaines émotions.
D'accord. Une zone appelée amygdale, par exemple, qui n'est pas du tout l'amygdale qu'on a dans la gorge, mais une structure en forme d'amande qui se trouve nichée dans les lobes temporaux. Cette zone-là, elle est plus impliquée, par exemple, dans la peur. Bien, il y a une autre zone qui se trouve vraiment au centre du cerveau, qui s'appelle le cortex cingulaire antérieur, qui est impliquée plus dans la tristesse. D'accord. Voilà, donc, il y a à la fois cet aspect très spécifique de certaines régions cérébrales dans une émotion en particulier, et puis d'autres zones qui sont mobilisées de manière plus transversale. Et ça, on a pu les déterminer grâce à l'imagerie, je suppose, grâce à certaines pathologies aussi, peut-être. C'est pour savoir un petit peu Bon, comment on a découvert toutes ces zones, en fait. effectivement, ces zones, elles ont été beaucoup découvertes grâce notamment à l'imagerie fonctionnelle. Donc, c'est une technique qui permet de voir exactement ce qui se passe dans le cerveau d'une personne quand elle ressent une émotion spécifique. Ensuite, une autre approche, c'est aussi, dans certains cas, on dispose de sujets chez lesquels une zone dysfonctionne. Par exemple, parce qu'ils ont eu un accident de la route qui a détruit une partie du cerveau. Et dans ce cas, on peut observer que ces personnes ont une absence d'une émotion. Par exemple, il y a une patiente actuellement qui s'appelle SM. Cette patiente, elle a une lésion bilatérale de l'amygdale. Donc, l'amygdale à la fois du côté droit et du côté gauche est dysfonctionnelle, est absente. Et cette patiente ne ressent plus du tout la peur. Et non seulement elle ne la ressent plus, mais elle est incapable de la représenter, de se la représenter elle-même. C'est-à-dire, personne qui dessine très bien, si on lui demande de dessiner un visage de quelqu'un qui exprime la colère, elle peut dessiner un visage d'une personne en colère, ou bien le visage d'une quelqu'un qui est surpris, elle peut dessiner le visage de quelqu'un qui est surpris. Si on lui demande de dessiner le visage de quelqu'un qui exprime la peur, elle dit, j'en suis incapable, je ne sais plus à quoi ça correspond, la peur. Ah oui, c'est comme si cette notion même de peur était absente chez cette personne, chez votre patiente. On est un peu comme dans Astérix et les Normands qui essayent de découvrir ce qu'est la peur et qui comprennent pas ce que ça représente et à la fin ils finissent par chercher à avoir peur plus possible et ils sautent par la falaise en croyant que ça leur donne des ailes. Et voilà, enfin je sais pas, c'est la petite référence qui m'est venue du coup sur la peur, mais voilà, je ne souhaite pas à votre patiente d'essayer de voler comme ça, mais voilà. Très dangereux de ne pas ressentir la peur. Oui. Ces émotions, on dit en général qu'elles ont une fonction adaptative, c'est-à-dire elles nous permettent de survivre. C'est bien d'avoir peur parce que ça nous évite effectivement de sauter de la falaise, comme vous le dites. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très important d'avoir ces émotions. Dans certains cas, par contre, elles peuvent devenir ingérables. Des personnes qui sont carrément paralysées par leurs émotions ou lorsque ces émotions sont trop intenses ou bien lorsqu'elles surviennent dans des situations inappropriées. Là, elles peuvent devenir effectivement pathologiques. Mais sinon, effectivement, d'un point de vue évolutif, c'est un atout qui permet la survie, les émotions. C'est un atout qui permet la survie, car si on ne ressent pas les émotions, si on peut prendre l'exemple de la peur qui est assez facile, hein, si on n'a pas peur, eh ben on va, je sais pas, aller caresser un tigre. Donc on voit que ce n'est pas approprié et que la peur nous protège, nous permet de ne pas nous exposer à certains stimuli menaçants. Et juste une question, d'un point de vue évolutif, cette peur, par exemple, est-ce qu'elle a un contexte inné, c'est-à-dire qu'on va avoir peur dès la naissance ou dès la petite enfance de certains objets, certaines formes, dans certaines espèces, par exemple, et éventuellement après, on apprend aussi que certaines choses sont plus ou moins dangereuses, comme un enfant qui va apprendre qu'il ne faut pas toucher, le faire repasser pour pas se brûler, etc., parce qu'il n'a pas conscience que c'est quelque chose qui peut le brûler. Donc, est-ce qu'il y a de l'inné aussi dans cette forme? En fait, il y a les deux choses. Il y a des aspects qui sont innés, spontanés, qui surviennent spontanément chez les personnes. Et puis, il y a d'autres situations qui sont apprises. Et souvent, elles sont apprises, notamment s'agissant de la peur, un petit peu en observant. Souvent, on voit que les enfants qui sont petits observent le visage de leurs parents. Oui. Et par exemple, il y a un test qui est assez connu, qui est le test de l'escalier, c'est-à-dire
on peut avoir un escalier dont l'accès est protégé par une vitre transparente. Donc, si vous avez un enfant à quatre pattes, s'il avance sur la vitre transparente, ce n'est évidemment pas dangereux. Donc, si on filme un enfant qui évolue à quatre pattes sur un plancher et avant de s'aventurer au-dessus de la vitre qui surplombe un escalier, l'enfant regarde sa mère, par exemple. Si la mère prend un regard, un visage horrifié, l'enfant s'arrête. Donc, comment dirais-je, il apprend ce qui est dangereux aussi en fonction de stimuli de nature sociale. Et en fait, vous soulignez là vraiment l'importance de l'observation sociale dans le développement des émotions, où finalement un simple regard peut influencer le comportement d'un enfant. Cela m'amène à une question sur le rôle des émotions dans la prise de décision. Parce que pendant longtemps, les émotions ont été perçues comme un obstacle à la raison, un frein à une décision rationnelle. Cette opposition entre raison et émotion traverse d'ailleurs toute la philosophie et la littérature occidentale. On la retrouve chez Platon, dans le célèbre aphorisme de Pascal, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », dans les tragédies de Racine. Là, j'ai en tête sa pièce Bérénice, où il y a vraiment ce conflit entre émotion et rationalité, avec un empereur romain, Titus, qui aime la princesse d'Orient Bérénice, dont il est aimé en retour, mais il renonce à elle au nom de son devoir impérial. Voilà, on a toute cette tradition fortement ancrée. Et pourtant, là, j'ai lu que dans les travaux récents en neurosciences, je pense à ceux d'Antonio Damasio dans L'erreur de Descartes, donc ces travaux récents, ils ont révélé que les émotions, finalement, ne sont pas une perturbation de la raison, mais plutôt au contraire, c'est un allié essentiel dans nos prises de décision. Du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur le rôle clé des émotions dans ce processus décisionnel ? Oui, c'est effectivement un grand classique dans nos sociétés occidentales de considérer que pour agir de manière rationnelle, il faut prendre des décisions qui ne seraient pas du tout affectées par des émotions. Mais en fait, il a été montré récemment que ceci est faux. Et ça a été montré notamment au travers des découvertes de Antonio Damasio, comme vous l'avez mentionné. Antonio Damasio, c'est un neurologue qui travaillait dans l'Iowa. C'est un État des États-Unis où il recevait des patients, notamment des patients qui pouvaient avoir des lésions de certaines parties du cerveau. Et c'est ainsi qu'il a reçu un patient qui avait une lésion d'une zone qui s'appelle le cortex préfrontal ventromédial. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est sous le front. Et si on prenait cette partie-là par en dessous, il y avait des patients qui avaient une lésion de cette partie. Et qu'est-ce qu'il a observé alors ? Il a observé que ces patients-là, non seulement avaient cette lésion, mais ils prenaient des décisions qui n'étaient pas forcément rationnelles. Il l'a observé parce qu'il avait un test qui est un jeu de cartes et il se demandait aux gens d'essayer de gagner le plus d'argent possible, sachant que certaines cartes rapportaient $100, d'autres cartes rapportaient seulement $10 et d'autres cartes encore faisaient perdre de l'argent. On visualise bien là. Et du coup, ça a donné quoi ? Qu'est-ce qui a été observé alors ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont observé ? Au début du jeu, les gens ne savent pas quelles cartes permettent de gagner de l'argent, quelles cartes font perdre de l'argent. Donc, au début, les gens choisissent les cartes au hasard. C'est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure que le jeu progresse, parce que les gens vont choisir 100 fois une carte, et au bout de 20, 30 essais, les personnes comprennent quels sont les tas de cartes avantageux et quels sont les tas de cartes désavantageux. Et du coup, ayant compris ça, ils arrêtent de choisir les tas de cartes désavantageux pour ne choisir plus que les tas de cartes avantageux. Les patients avec cette lésion ne faisaient pas ces choix. Ils continuaient de choisir des tas de cartes désavantageux. Et du coup, Antonio Damasio s'est demandé pourquoi. Donc, il a déjà commencé par interroger les sujets pour comprendre s'ils avaient un problème de compréhension. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne comprenaient pas que ces tas
était désavantageux. Ben non, parce que en interrogeant les sujets, il voyait qu'il comprenait très bien que ces tas étaient désavantageux. Donc, il comprenait très bien ce qui allait se passer en choisissant une carte de ce tas. Il comprenait très bien l'objectif qui était de maximiser les gains d'argent. Bah, pourquoi alors est-ce qu'il choisissait ce tas de cartes désavantageux alors? En fait, ce qu'a observé Damasio, c'est que chez un sujet normal, avant de faire un choix désavantageux, on a comme une petite palpitation cardiaque qui nous dit ne va pas par là, ce choix n'est pas intéressant pour toi. Par contre, ces sujets-là n'avaient pas cette représentation ce qu'il a appelé les marqueurs somatiques des émotions, c'est-à-dire ne percevaient pas cette petite palpitation cardiaque qui dit ne prends pas cette direction, prends plutôt l'autre direction. Et du coup, comme il n'avait pas cette perception, il continuait de choisir l'état désavantageux. Il fallait donc non seulement comprendre cognitivement ce qui est avantageux, ce qui est désavantageux, mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir cette réponse émotionnelle qui est ancrée dans le corps du sujet. C'est-à-dire, non seulement il faut les émotions, mais il faut même le corps. Il faut ces changements corporels associés aux émotions pour faire des choix avantageux. Alors évidemment, quand on dit ça comme ça peut avoir l'air un peu étrange parce que ça veut dire que quasiment, c'est les viscères qui nous aident dans des voies rationnelles. Alors, on n'a pas du tout ça parce que dans notre société occidentale, on a beaucoup une représentation que les choix rationnels, c'est des choses qui sont faites par l'esprit, ou c'est quelle composante un peu éthérée. Mais l'idée que c'est ancré non seulement dans les émotions, mais en plus dans le corps, et non seulement dans le corps, mais dans les viscères, alors ça plaît pas beaucoup, quoi. Donc, probablement pour ça qu'il y a une résistance dans notre culture pendant assez longtemps jusqu'à accepter ces découvertes récentes. D'accord, c'est très clair. Bah, ça allait vers la suite des questions qu'on avait sur la gestion et la régulation des émotions, justement. Donc, en dehors de ces cas pathologiques de patients qui ont des troubles du cortex préfrontal, est-ce qu'il y a une explication pour certaines personnes qui ne régulent pas bien leurs émotions par rapport à d'autres? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question d'entraînement, de biologie ou d'éducation? Bon, vous en avez un peu parlé déjà au début. Est-ce qu'on peut dire que ressentir une émotion, c'est un peu comme un sportif qui pourrait muscler une partie de son corps? Est-ce qu'on peut muscler son cerveau à ressentir des émotions? Et comment le cerveau s'adapte-t-il à ces émotions qu'on ressent souvent? Est-ce que ça renforce éventuellement certains réseaux dans le cerveau? Il y a un peu de tout ça, effectivement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, on ressent les émotions comme ça de prime abord. Donc, on va imaginer que je ressens de la colère. Mais c'est pas le tout de ressentir de la colère, puisque cette colère, on est capable, on peut apprendre à ne pas l'exprimer. Donc, c'est un apprentissage parce que un bébé, quand il est en colère, il exprime qu'il est en colère, hein. Enfin, je veux dire, il ne va pas forcément faire dans la nuance. Petit à petit, on peut apprendre à réguler ses émotions. Et là, on peut utiliser en fait deux mécanismes différents. Il y a un premier mécanisme qui est un mécanisme dans lequel juste on empêche l'expression de l'émotion. Par exemple, j'ai envie de mal parler à quelqu'un ou j'ai envie de donner une gifle à quelqu'un, eh ben, je peux me raisonner pour ne pas le faire. Ça, c'est un premier mécanisme de régulation émotionnelle. Et il y en a un second qui, dans le mécanisme que je viens de décrire, en fait, on se focalise sur la réponse émotionnelle. On essaie d'empêcher de répondre en fonction de cet état émotionnel. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est beaucoup plus intéressant, qui consiste cette fois-ci non pas à inhiber l'expression de l'émotion, mais qui consiste à agir sur ce qui a causé l'émotion. Au lieu de dire « je ne vais pas répondre mal à cette personne qui m'énerve »,
je vais me dire, eh ben, cette personne, je ne sais pas, elle m'a marché sur le pied, mais sans doute elle ne l'a pas fait exprès. Oui. Et donc, dans ce cas-là, je réévalue ce qui a causé mon émotion. Et du coup, je fais baisser mon émotion en relativisant ce qui a causé l'émotion. Donc, ce sont deux mécanismes de régulation émotionnelle différents. Et dans le cerveau, comment est-ce que tout ça fonctionne? Eh ben, en fait, dans le cerveau, il y a des mécanismes qui sont impliqués dans l'expression des émotions. C'est certaines régions du cerveau qui sont impliquées dans l'expression des émotions, l'amygdale, l'hypothalamus, la substance grise périaqueducale. Alors, elle porte des noms plus ou moins complexes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les régions du cerveau qui sont impliquées dans la régulation du cerveau, ce sont les régions qui sont situées dans la région préfrontale, donc sous le front. Et ces régions, elles communiquent avec les autres régions qui sont impliquées dans l'expression émotionnelle, c'est-à-dire le cortex préfrontal, il est capable d'inhiber l'amygdale, il est capable d'inhiber l'hypothalamus, il est capable d'inhiber la substance grise périaqueducale parce que dans le cerveau, tout est en relation, tout est interconnecté. Et donc, le cortex préfrontal, il a des connexions avec ces autres régions. Et par le biais de ces connexions, il peut inhiber l'activité de ces autres régions. Donc, pourquoi est-ce que ces mécanismes ne sont pas présents chez le jeune enfant? Parce que le cortex préfrontal et ses connexions se développent tardivement. On estime que le cortex préfrontal n'atteint sa pleine maturité que vers l'âge de 25-26 ans. Donc, ces mécanismes de régulation émotionnelle ne sont matures qu'à cet âge-là. Oui, ça fait très tard quand même par rapport à l'évolution de la personne et la formation de la personnalité, etc. Ça fait quand même une longue plage par rapport à d'autres espèces qui n'ont pas un comportement. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres espèces qui ont un comportement social, de vie sociale, qui soit aussi long à mettre en place. On a un relationnel assez complexe entre les humains, peut-être plus que d'autres animaux, on va dire. Oui, alors quand je dis qu'il n'est achevé qu'à l'âge de 26 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent avant. Oui. Ça veut dire qu'il atteint sa pleine fonctionnalité seulement vers l'âge de 25-26 ans. D'accord. Mais en gros, il se développe bien avant. Donc, ses fonctions se déploient progressivement. Il faut savoir aussi effectivement que cette zone du cerveau, le cortex préfrontal, est vraiment une zone qui est beaucoup plus développée chez l'humain que dans les autres espèces. Néanmoins, il existe dans les autres espèces, même chez une souris ou chez un rat, il y a un équivalent fonctionnel du cortex préfrontal. Ces zones ne sont pas absentes, mais elles ne se déploient pleinement que dans l'espèce humaine. D'accord. Donc si je résume, nous ressentons toutes et tous des émotions, mais leur expression varie d'une personne à une autre et dépend de plusieurs facteurs. Donc il y a d'abord les facteurs biologiques, comme le développement progressif du cortex préfrontal, qui atteint sa pleine maturité vers 25 ans et qui joue un rôle clé dans la régulation de nos émotions. S'ajoutent à ça des facteurs sociaux, comme vous l'avez illustré avec l'exemple de l'enfant qui adapte son comportement en observant les émotions de sa mère. Et enfin, des facteurs culturels. On a vu par exemple que la colère peut être perçue et même exprimée différemment selon qu'elle soit manifestée par un homme ou par une femme. J'aimerais justement poursuivre avec cette dimension culturelle en m'interrogeant sur la manière dont le langage, qui façonne notre perception du monde, peut aussi influencer la façon dont nous ressentons nos émotions. Par exemple, les Inuits disposent d'un vocabulaire particulièrement riche pour désigner la neige. Un mot pour la neige qui tombe, un autre pour celle qui est au sol, un autre encore pour la neige soufflée par le vent, parce que comme elle fait partie intégrante de leur quotidien, leur langage traduit une perception plus fine qui échappe à d'autres cultures. Et j'en arrive à ma question, Catherine Belzung. De la même manière, peut-on dire que la richesse du vocabulaire émotionnel dont nous disposons influence la façon dont nous percevons et comprenons nos émotions? En d'autres termes, est-ce que le fait de pouvoir mettre un mot précis sur ce que l'on ressent permet d'affiner et de nuancer notre expérience émotionnelle? Oui, effectivement, il y a un certain nombre d'anthropologues qui se sont intéressés à la manière dont les émotions sont décrites,
dans les différentes cultures. Et effectivement, ça a permis de montrer qu'il y a beaucoup de variabilité, surtout quand on s'intéresse à des cultures qui ne sont pas des cultures occidentales et à des cultures qui sont rentrées en contact avec l'Occident relativement tardivement. Ça a été remarqué, par exemple, que dans certaines populations d'Esquimaux, chez l'adulte, il n'y a pas de mot pour parler de la colère. Ou bien en japonais, pour parler de la colère, ils utilisent toute une périphrase, c'est-à-dire ils disent le ventre se soulève. Donc ça montre qu'il y a effectivement une grande variation dans les mots qui sont utilisés pour évoquer les émotions. Il y a une grande variabilité aussi dans la manière dont elles sont exprimées. Par exemple, il y a des études qui ont été réalisées sur l'expression faciale des émotions, c'est-à-dire quand on a peur ou qu'on est en colère, on a une modification de notre visage qui apparaît directement. Et même ces modifications sont variables selon les cultures. Des études ont été menées dans des populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont rentrées en contact avec l'Occident uniquement dans les années 1930. Et il a été observé que si on présente des images qui présentent des acteurs américains qui sont en colère et qu'on leur demande quelle est l'émotion présentée par ces personnes, les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée ne les reconnaissent pas automatiquement comme étant de la peur ou de la colère, et réciproquement. C'est dans les deux sens. Donc, ça montre bien qu'il y a bien sûr des universaux, mais aussi un certain nombre de variations culturelles. Et ce que vous dites sur la variabilité culturelle, on le retrouve aussi au sein d'une même culture, mais à différentes époques. Si on reprend l'exemple de la colère, dont on déroule le fil depuis le début de cet entretien, vous venez d'évoquer ces différences donc selon les langues et les cultures, et on peut aussi noter que ces variations existent à travers le temps. Si on prend la Grèce archaïque, à l'époque d'Homère par exemple, dans l'Iliade, la colère, elle est souvent exprimée par des pleurs. Le personnage du guerrier Achille y verse régulièrement des larmes brûlantes. En grec ancien, dakrua thermakéon. C'est une expression qui fait référence à des larmes intenses, symbolisant une colère vive et profonde. Et ça nous rappelle, comme on l'avait vu tout à l'heure, que les émotions passent par le corps. Mais ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que cela montre qu'à cette époque, il était tout à fait habituel pour des hommes de pleurer. Alors que quelques siècles plus tard, il y a un changement radical qui se produit puisque dans les tragédies grecques, les héros masculins ne pleurent absolument pas et que les larmes deviennent alors un signe distinctif du féminin. Voilà, donc cette évolution montre bien que l'expression des émotions peut non seulement varier d'une culture à l'autre, mais aussi se transformer au sein d'une même culture au fil du temps. Oui, oui, effectivement, je pense que, alors, il y a en même temps, on a la capacité, parce que par exemple, on a la capacité de comprendre plus ou moins les émotions des animaux, c'est-à-dire je sais pas, si un chien a peur, vous le ressentez. Là, il n'y a pas de médiation culturelle du tout, mais il y a aussi une part, effectivement, qui est inscrite dans notre culture. Alors, on pense aussi que les émotions, elles sont très importantes pour la communication. Et la communication, traditionnellement, elle se faisait surtout au sein de personnes d'une même culture, avant la globalisation qu'on connaît maintenant. Et du coup, c'était suffisant pour se comprendre, puisqu'on se comprenait au travers de cette expression faciale émotionnelle. Et du coup, c'était pas nécessaire de se comprendre au travers de différentes cultures. Mais actuellement, effectivement, ça devient indispensable et je pense que c'est très important d'arriver à se comprendre entre personnes issues de cultures différentes. Exact. Et pour poursuivre sur la culture, j'aurais une question par rapport à l'art. Parce qu'on dirait que les neurosciences confirment finalement ce que l'art nous a toujours montré depuis des siècles, à savoir le pouvoir des émotions, leur impact sur notre quotidien. Et je voudrais savoir comment l'art et la science se rejoignent-elles dans cette compréhension des émotions? Oui, alors elles vont sans doute approcher les émotions de manière très, très différente. Moi, j'ai commencé mon parcours avec des études d'histoire de l'art, donc je m'étais justement intéressée à une question qui en fait relève de la philosophie esthétique, c'est-à-dire comment se fait-il qu'une œuvre d'art peut nous procurer des émotions
Et parce qu'effectivement, quand on voit une œuvre d'art, même quand on voit des peintures rupestres qui ont été produites par des hommes il y a 25 000 ans, si je rencontrais cet humain actuellement, on ne pourrait pas se parler puisqu'il parlerait une autre langue, il y aurait beaucoup de choses qui seraient différentes, mais néanmoins, on se comprend, enfin, il est capable de me transmettre une émotion au travers de ces peintures qu'il a produites il y a des milliers d'années. Donc, effectivement, l'art et les neurosciences approchent un petit peu le même objet, mais au travers de prismes très différents. C'est Et vrai l'objet, une même œuvre d'art pour donner des émotions très différentes d'une personne à l'autre. On peut être très admiratif déjà de la technique, mais aussi de ce que ça peut nous renvoyer au niveau voilà, émotionnel de ce qu'on connaît dans la mémoire. Mais il y a certaines œuvres d'art qui ont un point de vue universel sur certaines choses parce que ça touche à ce que l'humain est au fond de lui. Et d'autres personnes vont être complètement hermétiques à certaines formes d'art aussi. Donc voilà, il y a un côté culturel aussi très très fort là-dedans. Mais voilà. Et c'est vrai que quand vous dites les peintures rupestres, on ressent tous plus ou moins une grande émotion à voir ces choses-là qui ont été faites il y a des centaines enfin des dizaines de milliers d'années par des hommes totalement différents effectivement. Mais ça montre qu'il y a une filiation et quelque chose qui se suit dans l'espèce humaine. Nous arrivons à la conclusion maintenant de ce podcast. Est-ce que vous auriez quelque chose éventuellement à ajouter ou une réflexion, une expérience en lien avec les émotions? non, je pense que c'est effectivement le fondement même de l'expérience humaine, hein, parce que sans partage émotionnel, il n'y a pas de lien social, et sans lien social, il n'y a pas de société. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est totalement incontournable et crucial, voilà, dans notre expérience de tous les jours. Effectivement. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de ce podcast et du blog Le Fil Rouge des émotions. Bravo de ce que vous faites, hein. Merci beaucoup pour vos encouragements. Mille merci, Catherine Belzung, d'avoir accepté de participer à ce premier entretien publié sur notre podcast. J'ai une dernière question, plus personnelle, pour clore cet échange. Si les émotions étaient des invités à votre table, laquelle aimeriez-vous apprendre à mieux connaître ? L'émotion esthétique, c'est, je pense, la plus fascinante des émotions parce que, disons, la peur, la colère, on voit tout de suite à quoi ça nous sert dans notre vie quotidienne, alors que l'émotion esthétique, c'est peut-être quelque chose qui est plus mystérieux, plus difficile à approcher et du coup, ça suscite beaucoup plus de fascination. Voilà. Nous avons déroulé ensemble le fil rouge des neurosciences appliquées aux émotions. Pour aller plus loin, retrouvez-nous sur le site lefilrougedesémotions.com. Un immense merci à Catherine Belzung pour sa confiance, sa générosité et la richesse de cet échange. Catherine, merci d'avoir pris le temps de parcourir le blog et d'avoir accepté notre invitation, malgré un emploi du temps chargé. Merci à Marius pour sa participation au montage de cet épisode. Merci à Michael Pellegrini pour sa création sonore sur mesure. Si ce podcast vous a plu, soutenez-nous en vous abonnant, en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et en partageant cet épisode à vos proches. Ensemble, apprenons à dérouler le fil rouge de nos émotions.